Autre vérité qui est devenue pour eux un étendard. Alors pourquoi ces militants aux propos discriminatoires sont-ils à ce point transparents sur leurs idées? Jean-Yves Camus est politologue. Pour lui, cette génération décomplexée est tout à fait inédite dans le paysage politique. Il y a un langage clair, une manière de parler à la presse et d'exposer ses idées qui est effectivement cash et qui tranche avec l'habitude qu'on a pu avoir des groupuscules qui ou bien pratiquaient le secret quasi absolu et refusaient tout contact avec l'extérieur, ou bien alors de ceux qui n'assumaient pas et qui en fait s'exposaient rapidement au risque que des enquêtes journalistiques démontrent qu'il y avait la face ouverte et la face cachée. Donc là, on a effectivement un discours qui est direct et qui ne prend pas de faux semblants. Un nouveau langage, nourri par une vision très particulière de l'islam. Sur Internet, d'autres militants sont très virulents sur le sujet. Voici Myriam, qui lutte officiellement pour la liberté d'expression et la laïcité. Une vitrine qui cache mal son aversion profonde pour cette religion. Au nom des 10 commandements, au nom de ma foi, au nom de tout simplement du bon sens, nous ne nous laissons pas faire. Voilà. À 26 ans, cette jeune mère de famille catholique et anti-avortement mène un combat. Ça va? Très bien? Ouais. Personne ne pourra lui reprocher de ne pas se documenter sur le sujet. Elle y passe énormément de temps. Sur cette table, ce n'est qu'un petit échantillon de sa bibliothèque et de ses idées. Elle s'est forgé ses convictions en regardant aussi la télévision, Internet, jour après jour, depuis des années. Sur ce sujet, en moyenne, réellement, minimum 3 heures. 3 heures par jour. Minimum 3 heures. Ben, ça demande un approfondissement intellectuel. On ne peut pas parler d'un sujet sans réellement réfléchir dessus. Sa connaissance de l'islam est pourtant très particulière. Les livres qu'elle nous montre ce jour-là ne sont que des témoignages inquiétants sur les dérives des fanatiques en Afghanistan ou au Pakistan. Un univers anxiogène. Le plus récent que j'ai lu, c'est Ma vie à contre-courant, de Jemila Ben Habib, qui vit maintenant au Canada. Et c'est très intéressant. Elle admire celui qu'elle considère comme l'apôtre du politiquement incorrect. Voilà, que je représente aujourd'hui pour soutenir Éric Zemmour pour la liberté d'expression. L'islam ne peut pas se dissoudre dans la démocratie. Ce n'est pas possible, c'est une loi à part entière. D'après vous, c'est sûr. Écoutez, moi ce que je vois tout simplement, c'est qu'il y a une loi, un code, un droit qui s'oppose absolument à la démocratie. Tout simplement parce que c'est la loi immanente d'Allah. Qu'est-ce que vous craignez? Réellement pour la France? Oui. Que nous vivions finalement dans un monde où la liberté d'expression n'existera plus, où nous aurons des petites filles, et c'est malheureusement déjà le cas en France, qui sont voilées dès l'âge de 7-8 ans, voire plus tôt, que nous tolérions un certain nombre de situations inacceptables. Malgré son sourire, Myriam est désormais convaincue que la France serait en danger. Alors pourquoi cette jeune femme s'est-elle forgé une telle représentation de l'islam? Frédéric Lenoir, spécialiste des religions, a une explication. Beaucoup de gens ont ce fantasme qui consiste à dire le vrai islam c'est les talibans, les autres ils se cachent. Mais s'ils avaient le pouvoir, ils feraient la même chose. C'est ça la grande peur qu'il y a en France chez un certain nombre de gens, c'est de dire par essence l'islam est dangereux. Mais c'est à cause des médias aussi. C'est-à-dire qu'il est bien évident que qui d'entre nous est confronté au quotidien à la présence d'un islam fanatique? Très très peu de gens. Vous avez en France quelques lieux où effectivement il y a des radicalisations de pratiques, vous avez des femmes qui sont un peu soumises, vous avez dans des cités des jeunes filles qui ne peuvent pas vivre librement parce qu'il y a les cousins, les frères qui les surveillent, etc. Donc il y a quelques lieux où ça existe. Mais on est très peu confronté à ça. Je dirais l'énorme majorité des Français n'y est pas confrontée. Par contre, on le voit dans les médias. Et donc on a l'impression que c'est partout. Pour Frédéric Lenoir, s'il existe des problèmes entre certains musulmans et l'État, ils sont à la fois ponctuels et minoritaires. Pourtant, ces militants s'en saisissent pour alimenter leur discours.
Récemment, il s'agissait des prières de rue. Dans un quartier de Paris, depuis 10 ans, les musulmans priaient dehors le vendredi midi par manque de place dans leur petite mosquée. La situation, médiatisée au départ par ces militants contre l'islam, a finalement créé une polémique nationale. Myriam, elle, a vu cette image sur Internet et elle est même venue constater cette réalité. Je pense que j'étais même au-delà d'un sentiment de scandale, quoi. Je me disais vraiment, mais on est où? On est où, quoi? Vraiment, j'étais vraiment traumatisée quand j'ai vu ça. Elle nous propose de retourner avec elle à Barbès, mais depuis une semaine, il n'y a plus de prière de rue dans ce quartier. Un arrangement a été trouvé et on peut désormais circuler devant la mosquée. Malgré l'absence de ses fidèles aujourd'hui, Myriam veut tout de même nous montrer ce qu'elle appelle la conquête de l'islam dans ce quartier. Ah mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben, une femme, je ne sais pas si elle est jeune ou si elle est vieille, et qui était en niqab. Voilà. Et alors, ça vous fait quoi? Et alors, ça me fait mal. Dans cette rue, elle va bien croiser quelques femmes voilées, et puis plus loin, des hommes qui rentrent de la prière. Mais rien ne vient étayer sa thèse de la conquête. Pourtant, Myriam s'accroche à ses idées. Vous pensez que c'est possible que la France ressemble un jour au Pakistan ou à l'Afghanistan? Peut-être, non. Pas directement au Pakistan ou à l'Afghanistan. Mais qu'il y a un bain de sang, oui. Et j'ai très peur de ça. Et j'ai pas envie de vivre ça. Elle pense aussi qu'un jour, les musulmans pourraient être majoritaires en France et imposer la charia dans 40 ans à peine. Une théorie complètement infondée pour les démographes. Patrick Simon est le seul à avoir fait une étude récente sur les musulmans de France. Selon ses recherches, ils seraient 4,5 millions et non pas 6 millions comme l'avance le gouvernement. Est-ce qu'on peut parler d'islamisation de la France? Si par islamisation on entend la présence plus visible de l'islam dans la société française, oui. Si on entend par islamisation la domination de l'islam dans la société française, absolument pas. Une minorité de 4 millions et même de 6 millions ne peut pas définir les modes de fonctionnement d'une société de 65 millions d'habitants. Mais pour lui, ces angoisses ne sont pas nouvelles. C'était, dit-il, la même chose dans les années 20 avec les catholiques italiens ou avec le judaïsme dans les années 30. Une partie de l'opinion a toujours exagéré les menaces que feraient peser les religions sur la France. Les conflits autour du voile, les conflits autour des prières de rue, les conflits autour des manifestations de l'islam dans la vie publique sont des signes de la transformation, de l'adaptation de l'islam à la société française et de la transformation réciproque de la société française pour incorporer l'islam dans son mode de fonctionnement. Donc il me paraît tout à fait déplacé de penser que l'islam serait, en tant que tel, incompatible avec la société française. Mais alors pourquoi ces militants, qui sont peu nombreux, 1 millier peut-être, parviennent-ils à faire autant parler d'eux? Nous avons rendez-vous avec Fabrice Robert, le président du Bloc identitaire, que l'on avait vu coller des affiches la nuit. Aujourd'hui, il dit que son passé, très sulfureux, est derrière lui. Robert, 20 ans, étudiant en histoire, écope lui d'une peine de prison. Skinhead, antisioniste, il a été condamné en 1982 pour révisionnisme. Plus tard, il a fondé le groupuscule Unité Radicale, dont un sympathisant, Maxime Brunery, a tenté d'assassiner le président Chirac. Depuis, il a fait partie d'un groupe de rock aux paroles incitant ouvertement à la haine raciale. Mais il dit aujourd'hui avoir mûri et s'être assagi. Est-ce que vos idées ont changé en 20 ans? Disons qu'il y a 20 ans, peut-être, la forme était excessive. Aujourd'hui, elle est plus apaisée. Non, mais moi... Ses positions sur l'islam n'ont donc pas changé. Il revendique simplement une nouvelle façon de faire passer ses idées. Oui, voilà. Et tous les moyens sont bons aujourd'hui pour faire avancer les choses. Agir autrement sur la vie politique. Autrement. Oui, parce que lorsqu'on voit par exemple des groupes comme le DAL, comme ACT UP, comme Greenpeace, ce sont des structures qui ne sont pas dans le combat électoral, dans le combat politique classique, mais qui font
avancer les choses, en tout cas, avec leurs idées en tout cas. Ils font avancer les choses. Ils provoquent le débat. Ils ont des résultats. Des agitateurs qui l'inspirent beaucoup. Aujourd'hui, tous les militants proches de Fabrice Robert sont formés à cette nouvelle politique du buzz. Damien s'y connaît bien. Il est l'auteur de l'une de leurs actions les plus médiatiques. Elle a eu lieu dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne. C'était il y a 1 an et demi, en mai 2010. Nous, on est restés à peu près 3-4